Éric Villard, donc pour ceux qui n'étaient pas là pendant les streams, on lisait ça. Éric Vuillard, il nous raconte la Révolution française, mais il nous raconte la Révolution française du point de vue du peuple. Il y avait les journées du 27 avril, du 17 juin, etc. Il y avait nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. On avait un chapitre qui était entièrement constitué de noms de gens et de leur métier. On avait beaucoup de choses. Il est très intéressant ce livre, je l'aime beaucoup. 14 juillet, voilà. Donc, on va nous parler du peuple, de comment le peuple se bat, de comment le peuple est allé chercher les armes. Souvenez-vous, il y avait ce passage qui était assez incroyable. Donc, beaucoup d'événements de la Révolution française partent par Réveillon, très grand fabricant de papier peint. Le papier peint a été mis à la mode par Marie-Antoinette, la reine de France. Euh, et Réveillon, donc, qui est le plus grand fabricant de papier peint de Paris, décide de baisser le salaire de ses ouvriers en le faisant passer de 20 sols à 15 sols par jour. Sachant que la livre de pain coûtait déjà 32 sols, quelque chose comme ça. Donc vraiment un salaire qui était déjà minime, en disant que ses ouvriers avaient déjà quasiment plus d'argent que lui, etc. Bon, un monsieur ignoble. Et qu'ils avaient tous la montre au gousset. Le gousset, c'est la petite poche sur le manteau, et ils avaient tous une montre dedans tellement ils étaient riches, ces ouvriers. Et donc, les Parisiens, et notamment les ouvriers de Réveillon, vont piller sa maison. Les hommes se mouchent dans les tentures, les enfants pissent sur les tapis, les femmes vont voler tout ce qu'elles peuvent voler dans la cuisine. On brûle la maison de Réveillon. C'est un carnage dans la maison de Réveillon. Et on tue plus de 300 personnes. C'est la journée la plus mortelle de la Révolution française, et ce n'est pas le 14 juillet. Et souvenez-vous, Vuillard, il nous racontait que il y avait 18 personnes, 18 hommes, qui avaient été mis dans des catacombes parce qu'on les avait soupçonnés d'avoir volé. Donc c'était des cadavres, hein, et on les soupçonnait d'avoir volé. Donc il fallait faire leur poche et, euh, et noter leur taille, leur nom, si on allait arriver à les retrouver, etc. Ils ont fait leur poche, ils ont découvert qu'en fait ils étaient non seulement ils n'avaient pas la montre au gousset du tout, ils étaient extrêmement pauvres, mais certains avaient été tués d'un coup de sabre derrière le crâne, donc ils n'étaient pas du tout en train de voler mais étaient en train de s'enfuir, et qu'aucun des 18 n'avait volé quoi que ce soit. Donc on a déjà une grosse méfiance du peuple envers ses élites. La bourgeoisie commence à créer ses propres milices, la garde française se lie au peuple, la garde française ne prend pas le parti du roi. On va chercher des armes, on va chercher des armures au mont-de-piété, on va essayer de s'armer le plus possible. Et là, on est tous devant la Bastille. Un émissaire du peuple, quelqu'un qui se veut comme un représentant du peuple, monte dans la Bastille, négocie avec les gens qui tiennent la Bastille. Et quand il en ressort, le peuple lui en veut énormément d'avoir parlé en son nom. Mais il a négocié pour l'interruption des tirs à l'encontre du peuple, parce que les gens étaient postés au sommet de la Bastille, qui est une véritable forteresse, et il négocie l'arrêt des tirs. Mais un coup de canon se fit entendre. Ça, c'était la fin du chapitre précédent. On ignore où le coup porta. À partir de là, tout devient plus confus. Les témoignages du temps sont pleins d'imprécisions et de lacunes. Il y eut des blessés. Mais qui? De Sonnel peut-être ou Jacques Greff qui furent touchés pendant l'émeute, l'un on ne sait comment, l'autre d'un coup de feu aux jambes, et qui dut vociférer avec son bel accent de Bayonne. Donc je rappelle que tous ces gens sont bien réels, hein, ces personnages ne sont pas fictifs. La foule dut reculer, se planquer même, se tasser dans les rues tout autour, se glisser derrière les cheminées, les toits, se barricader derrière les portes des troquets. On dut se faire tout fifre derrière les arbres, se coucher, ramper, courir. Oui, on dut courir, voler, mais on dut aussi se tenir bien droit et défier. Sur le nombre, il devait y avoir des gens hardis, des téméraires. Il devait y avoir de tout. Les gamins se nichaient sous les charrettes. Les femmes se tenaient à l'entrée des maisons. Et puis, une fois passé le premier moment de surprise, on commença sans doute à s'organiser. Ayant laissé la grève derrière lui, Chola, petit marchand de vin de la rue des Noyers, débarqua sur les quais. Il a sans doute braillé, crié avec les mouettes, scrutant le ciel, margotant les formules empruntées, remugles de Jean-Jacques Rousseau qu'il avait entendu de derrière son comptoir et qu'il répétait à présent comme un oracle ponctué de jurons.
Jusqu'à ce jour, il avait servi des coups à boire, marchandé son vin, débité des topettes de Calva. Cela lui convenait à peu près, et cependant il rêvait d'autre chose. Il pensait que l'existence pouvait être différente, meilleure. Dans sa langue d'aubergiste, il se disait que, ma foi, nous valons tous, qu'il n'est pas juste que certains boulonnent toute leur vie tandis que d'autres se font servir. Il devait se dire cela et bien d'autres choses encore. Rudiments d'idées, à demi énoncées, dont les lambeaux formaient le fond de ses discours. Depuis toujours, il portait des caisses de vin et rinçait des bouteilles. Enfant déjà, il piochait dans la cave rue des Lavandiers et remontait les bonbonnes pour son père. Il étalait de la paille sur les planches, passait le balai le matin et le soir, lavait les verres, décrottait la rigole devant le magasin, et n'avait rien appris d'autre qu'à additionner les consommations des clients et à rendre la monnaie. C'est là tout ce qu'il savait faire. Et cependant, entre deux allers-retours à la cave, il avait eu le temps de se confectionner des opinions, une conception du monde. Bien sûr, son idéologie pouvait sembler sommaire, ingénue peut-être, débris de contrat social entendus au bistrot, méli-mélo d'expériences contradictoires, celle d'un ouvrier qui est petit patron. Et cependant, aujourd'hui, c'était bel et bien sous l'impulsion de ces idées brumeuses qu'avec quelques copains il remorquait des quintaux de fonte en bord de Seine, refoulant du pied les branches qui gênaient leur passage, radotant des tranches mal digérées de l'encyclopédie afin de se donner du courage. Souvenez-vous, Diderot et d'Alembert dirigent l'encyclopédie dans lequel notamment Jean-Jacques Rousseau va écrire l'article démocratie, ils vont écrire aussi, alors Rousseau va écrire le contrat social, etc. Beaucoup de choses qui remettent en question la monarchie. Certains devaient être d'anciens clients qu'il avait baratinés, babillant, rugissant derrière son bar à longueur d'année. Mais, à présent, on n'était plus en train de causer entre deux verres de marre. On roulait réellement des canons en direction de la forteresse. Le long des quais, Chola avait entraîné avec lui quelques je m'en fichistes bulant sous les platanes. Ils s'étaient agrégés gentiment en petits groupes. Et tous ces hommes marchaient à présent sur la Bastille. Ils s'appelaient Lenoble, Guyot, Ferrand, Lanneron ou Laverdure, et il y avait encore une centaine d'autres types, déserteurs, écumeurs de gargodes, requins, parvenus rue... Pardon, il y avait un point. Parvenus rue des Trois Pistolets, une fois passés devant le beau mascaron au-dessus de la porte, où le diable tire la langue, certains insistèrent pour conduire l'artillerie vers la rue Saint-Antoine. Parmi les canons que trimballe Chola, il y en a un qui est tout argenté, bien joli, et qui vient du garde-meuble. C'est le canon du roi de Siam. Je vous rappelle, ils vont au Mont-de-Piété, et donc les objets qu'ils ramènent... Oui, c'est ça, c'est un bouquin qui relate le 14 juillet. Et notamment les événements d'avant. Mais là, on est au 14 juillet. Là, on est le jour du 14 juillet. Comme ils vont au Mont-de-Piété, donc il y a un prêteur sur gage, un peu comme dans Pawn Stars, du coup, ils ont des objets antiques. Et là, ils ont un canon qui date de plusieurs centaines d'années, plusieurs siècles, et qui appartenait au roi de Siam, donc au roi de Cambodge, Vietnam et Laos. Chola propose de passer par l'arsenal. On y trouvera peut-être un reste de poudre, cela vaut la peine d'aller voir. Aussitôt, il court par la rue du Petit Musc. Cette rue porte un joli nom, celui d'une odeur chaude, enveloppante. Mais il veut dire autre chose de plus triste. La rue s'appelait naguère Putimuse, où les putains y musaient. Ah oui, pute y muse, donc c'est là où les putains vont muser. Vaguet. Le nom glissa comme les noms savent si bien faire, et de la pute y muse devient le Petit Mus. Ah, d'accord. La rue s'appelait la Putimus parce que c'est là où les putes allaient muser, et c'est devenu Petit Mus. Et le Petit Musc s'y coquait. Cette rue existait déjà en 1358. Certaines traditions durent. Les putains restèrent là, parmi quelques ruelles. Au port au bled, racolaient les plus misérables. On retrouve régulièrement leurs cadavres dans la Seine. Sans doute, le 14 juillet, il y avait des racoleuses aux fenêtres. Ça chantait entre les Parisiennes. Les gamins jouaient à la marelle. Les mouches rognaient les passantes. Rognonnaient, je connais pas ce verbe. Les mouches rognonnaient les passants. Les silhouettes défraîchies se succédaient sous les porches. Tableau monotone et triste. Chola trottine, suivi de quelques gars portant ses 80 kilos de bidoche à Hanan. Il louvoie entre les flaques. Des sirènes l'interpellent depuis les fenêtres et les pas de porte. Elles veulent savoir ce qui se passe. Il répond que l'on se bat, qu'il se dépêche à l'arsenal d'aller chercher de la poudre. Des gouttes de sueur lui coulent aux yeux. Derrière le rideau de sel, il aperçoit les petits fumerolles de l'île Louviers. Un mulet traîne entre les barques. On dirait que Chola court dans la neige. Sa chemise est trempée, il regarde en l'air. Ah, si l'on pouvait récolter les étoiles comme des pommes de terre, si l'on pouvait à la fois rire et pleurer. Dès que Chola fut passé par la rue Petit Musc, la nouvelle se propagea.
Les gigolettes du Port-au-Bled remontèrent rue de la Mortellerie. S'interpellant, riant, les accrocheuses laissèrent la rue Poirier au nom si bénin, y glissèrent rue des Coquilles, les tapineuses de Planche-Mibray et du carrefour Guillery, aujourd'hui disparu sous le macadam, cinglèrent par la rue Saint-Antoine, celles de Saint-Méry, celles de Popincourt et de Saint-Marcel, et enfin toutes les prostituées de Paris affluèrent à la Bastille. Ce jour, les putains ne hélèrent pas le client. Elles participèrent au coup de main et soignèrent les blessés, comme elles ont toujours fait aux grandes journées de l'histoire. Donc là, on a carrément les prostituées qui participent à la Révolution. Ça, c'est magnifique. Je dois vous laisser, le sommeil m'appelle. C'est la première fois que je vois le duo sur Twitch. Et bah, c'est super. Et bah, merci beaucoup, Gwynplaine. Bonne nuit. À bientôt. Et puis voilà, j'espère que ça t'a plu. Enfin, juste avant le quai, Chola oblique à gauche et court à corps de garde. Court au corps de garde, pardon. Je vais rajouter un petit peu de lumière quand même parce que je vais bientôt avoir des lunettes, hein. Vraiment, j'arrête pas de vous le dire, mais bientôt j'aurai des lunettes. Il s'assied un instant, pose son pistolet sur les marches, ses oreilles bourdonnent et il ferme les yeux. Ses paupières sont de lourdes éponges obscures. Il lui semble devenir tout petit, qu'il est assis sur la margelle d'un puits immense, noir. Il relève la tête, un invalide secoue la cendre de sa cigarette. Des hommes l'ont rejoint. Il défonce à coups de merlin la première porte. Les soldats les regardent faire. Alors, un type paraît, affolé, et qui leur dit de ne laisser entrer personne par crainte du feu et leur distribue en tremblant de la poudre. Mais il n'en a pas assez, le reste est à la Bastille. Donc eux, ils vont chercher de la poudre à l'arsenal, et en fait, ils se rendent compte que toute la poudre est déjà à la Bastille. L'enchanteur, un merlin, c'est une hache, enfin c'est une sorte de hache. Ou alors la hache est une sorte de merlin, mais en tout cas, c'est des outils qui servent à couper le bois. 2 nuits auparavant, les Suisses y avaient transporté 250 barils de poudre. On les avait roulés dans la cour sous de mauvaises couvertures. Puis, le lendemain, les soldats les descendirent dans les souterrains. Delaunay craignait sans doute que des émeutiers se saisissent de l'arsenal. Il avait fait élargir les embrasures, réparer le pont-levis et renforcer les défenses de la Bastille. À présent, la foule inquiète l'assiégeait. Une fois vidé l'arsenal, on tira les canons par la rue de la Cerisay en direction de la citadelle. Il faisait de plus en plus chaud. Les hommes, haletants, les faisaient rouler et riper. Les roues laissaient leur balafre dans le gravillon. Enfin, on pénétra la grande avenue de l'Arsenal. La Bastille était là, face à face, comme pour un duel. Un premier coup parti. Cela sembla miraculeux. Il ne se passa rien. Le sable de l'allée rougissait les yeux. Il n'avait jamais manœuvré un canon. Il n'avait jamais manœuvré un canon, Chola, ni tiré au mousquet. Il vendait son pinard, servait les clients, rinçait les verres et causait. Bien des hommes présents étaient dans le même cas. Manœuvrant la pièce, Baron, dit la giroflée, eut le pied gauche écrabouillé sous les roues de l'affût. Il poussa un cri terrible. Sa chaussure saignait. On recula le canon. On lui ôta sa guêtre et sa chaussure pour lui bander le pied. L'homme continua, un pied nu, l'autre chaussé à charger la pièce. Un certain Canivet, gamin de 12 ans, leur portait de temps en temps du vin, un bout de saucisson et quelques nouvelles de ce qui se passait de l'autre côté, rue Saint-Antoine. Soudain, tandis que le canon vomissait un autre boulet, un homme fut culbuté par le recul. Il avait tenté de mettre le feu aux poudres avec un morceau de planche. L'homme était renversé sur le canon, tenant comme il le pouvait sa voltige en flammes. Le coup était parti trop vite et, ayant trébuché sur l'affût, il perdit connaissance. Cela dura 5 minutes, nous dit Chola, dans son petit récit, mais en 5 minutes, c'est fou ce qu'un esprit vagabonde. Et ce jour-là, l'esprit ne devait pas extravaguer moins que d'habitude, au contraire. Et entre les rangées d'arbres qui bornent les murs et font comme un couloir en direction de la forteresse, tandis que sa main blessée le faisait souffrir, il vit ou il entendit quelque chose à travers ses paupières. Dans le silence de la douleur, il aperçut peut-être un minuscule tourbillon de poussière, le vol rapide d'un piaf, ou bien ce pavillon qu'on venait de hisser sur le fort. Peut-être entendit-il à travers le brouillard 4 coups de canon. Après cela, on ne sait plus rien de lui. L'homme disparaît comme il est apparu dans l'histoire, simple silhouette. C'est ça qui est magnifique dans ce livre, c'est qu'on a des hommes qui apparaissent dans l'histoire et qui disparaissent. On a des gens dont on connaît le nom, dont on connaît la profession, dont on connaît un bout de l'histoire grâce à des archives. Et ils sont des centaines, parce qu'on a eu des centaines de noms dans ce livre, et ils sont des centaines à apparaître dans l'histoire et à disparaître. On connaît le nom du gars qui a tiré le premier boulet de canon sur la Bastille. Le seul sang, c'est un gars qui s'est fait écraser le pied. Bah ouais, mais putain, canon, ça devait poser son poids. Hein. Au même moment, Jean Rossignol remonte la rue Saint-Antoine. Toutes les boutiques sont maintenant fermées. Avec lui, Pigeot, sculpteur, Pierron, menuisier, Fossard, horloger, Thirion, maître ébéniste et Rousseau, allumeur des réverbères. Il longe la façade de l'église des Jésuites, aujourd'hui Saint-Paul, sautille entre les marches du perron quand un coup de feu tiré de la Bastille fauche un homme. La foule se débine rue des Ballets, on se planque derrière la fontaine Sainte-Catherine, silence. Le garçon est un facteur de la petite poste. On ne connaît pas son nom. Les noms sont merveilleux. Et Rossignol est bien l'un des plus merveilleux de tous.
Il est né pauvre au faubourg Saint-Antoine, petit dernier d'une famille de 5. À l'âge de 10 ans, Jean Rossignol fut placé apprenti. 4 ans plus tard, il quittait la capitale pour Bordeaux, désirant embarquer. En vain. Recruté chez un orfèvre, il fut congédié 8 jours après et erra de place en place. Le temps avait passé. Il s'était engagé dans l'armée et 8 ans plus tard, il l'avait quitté et refit profession d'orfèvre. Le 12 juillet 1789, en promenade à la Belleville, il entre vers 6 heures chez un marchand de vin. Il s'apprête à danser. Une foule surgit qui se met à causer des barrières qu'on abat et qu'on brûle. Les musiciens se retirent. On renverse les tables dans un horrible tohu. Il sort. Il marche depuis 1 heure. L'ivresse lentement se dissipe. Il aime marcher la nuit en ville. Descendre le faubourg du Temple comme s'il dévalait un escarpement intérieur, fumant, respirant, remuant toutes sortes d'idées. Il croise de petites bandes dispersées, on lui gueule « Vive le tiers-état !» Ce fut son premier contact avec la Révolution. Plus tard, lui, le petit Pecno, deviendra général sous la Convention. Après la chute de Robespierre, il passera 1 an en prison. Il y écrira ses mémoires dont la première phrase « Je suis né d'une famille pauvre » est en soi une nouveauté. Ah oui, ça c'est intéressant. Et on va en parler de ça, on va en parler juste après. Je suis né d'une famille pauvre. On a quelqu'un qui écrit ses mémoires et qui dit « Je suis né d'une famille pauvre ». C'est nouveau, ça n'existe pas. Des gens qui écrivent leurs mémoires et qui disent « Je suis né d'une famille pauvre ». Il faut pour cela se souvenir de ceux de La Rochefoucauld qui commencent ainsi. J'ai passé les dernières années du ministère du cardinal Mazarin dans l'oisiveté que laisse d'ordinaire la disgrâce. Ou bien ceux du cardinal de Retz, dont le « Madame, quelque répugnance que je puisse avoir à vous donner l'histoire de ma vie » introduit coquettement un bon millier de pages. Mais pour le moment, Rossignol n'est pas à l'ombre en train de rédiger ses mémoires. Il n'est pas encore général, il n'est pas encore banni de Paris par Bonaparte. Il n'est pas encore traîné de prison en prison, ni déporté aux Comores. Il n'a pas la fièvre qui en quelques jours l'emportera après l'avoir laissé inerte sur la paillasse, parmi les lambeaux de souvenirs. Pour le moment, il n'est rien d'autre qu'un petit ouvrier, courant les gargotes. Mais le voici à présent qui crapahute sous la mitraille, rue Saint-Antoine, devant l'hôtel de Mayenne. Le cri auquel il a répondu dans la rue 2 jours plus tôt a éveillé quelque chose et décidé son destin. Désormais, le mot tiers-état, pour les types comme lui, cela veut dire le pauvre contre le riche, l'ensemble de la nation contre une poignée de privilégiés, comme il l'écrira lui-même dans son cachot 5 ans plus tard. Sur une gravure qu'on a de lui, Jean Rossignol a le regard triste, quelque chose de doux et de gentil. Il est encore jeune, mais ce n'est plus le petit ouvrier en route pour la Bastille, il doit déjà être général. Une sorte de grisaille ou de désillusion assombrit son regard, comme s'il savait que la fin ne sera pas drôle, comme s'il sentait que le monde allait tourner autrement, que ses espoirs seraient trahis. On raconte que le peuple des faubourgs refusera de croire à sa mort 13 ans plus tard. Dans les gargotes de Belleville et des Porcherons, les bavards fabulent. Rossignol s'est échappé des Comores, il est à la tête d'un peuple sombre, indompté de là-bas en Afrique. Il survécut ainsi dans les mémoires. Bon, on a raconté des histoires sur lui bien après sa mort. Mais le 14 juillet n'est pas un fantôme qui marche vers la forteresse, il ne porte pas encore de plume au chapeau, sa redingote n'est pas cousue de fil d'or, ses cheveux n'ont pas été tourmentés par les coiffeurs. Il a 29 ans, il est jeune et bourriffé, il croit en ce qu'il désire. Ce matin-là, rue Saint-Antoine, la poitrine lui brûle, l'idée le dévore. Il jette un œil à droite, fait signe au canonnier que la voie est libre, il passe par la rue du Petit Musc. Claude Cholat, un peu plus loin, déboule à l'Arsenal, ils sont à 300 mètres l'un de l'autre, ils ne se connaissent pas. La rue Saint-Antoine éventre la Bastille. On dirait qu'un immense bélier s'apprête à la forcer. De toutes parts, la ville abonde, ruisselle. On se cache des coups de feu. Il y a des gens derrière chaque porte de la rue des Remparts, sous tous les arbres de la grande allée de l'Arsenal, derrière chaque tas de bois dans la rue des Marais. La Bastille est enveloppée par l'humanité. Mais ce ne sont pas des hordes débonnaires qui vont au champ de foire et s'en reviennent. C'est une multitude armée de piques, de broches, de sabres rouillés, de fourches, de vieux canifs, de mauvais fusils, de piloums et de tournevis. Les armes étincelle dans un brouhaha extravagant, confusion de voix et de cris. L'assaut commença de partout et de nulle part. Il se fit aussi bien coups de fusil que de caillasse. Les cris jouèrent leur rôle. Les jurons jouèrent leur rôle. Ce fut une grande guerre de gestes et de mots. La foule mouvante, expressive, lançait des pierres et des vieux chapeaux. Ça faisait un horrible tintamarre, jurement. Les soldats, l'ordre qu'ils représentaient, étaient traités de tous les noms. Cul-crotté, savate de tripière, peau d'urine, bouche à bec, louf à merde, boutanche à merde et toutes les autres choses à merde et toutes les couleurs à merde et de merde rouge et de merde bleue et merde jaunille. Cela fusait avec gouaille. Quand soudain, un nouveau coup de feu partit du haut des tours. Comme le matin, on courut se mettre à l'abri. Les visages étaient en sueur. Un homme se traînait par terre au milieu de la cour. Il s'appuya un instant sur le coude et gémit. Derrière les portes, sous les porches, la foule se mit à pousser un râle sourd.
Ce bourdonnement montait vers les murailles. Il semblait venir des rues abandonnées, des places vides. Le blessé gisait, immobile, avec de longs cheveux noirs. Le soleil ajoutait à l'impression de désolation. Et puis, le marmonnement devint intelligible. La foule scandait d'une voix grave. « Assassin! Assassin !» Les gens ressortirent lentement de sous leur auvent, d'un peu partout. Des petits groupes se détachaient de l'ombre et criaient de plus en plus fort « Assassin !» La police ne laisse pas de traces, mais elle fait des ravages dans les cœurs. On se souvient toute une vie d'un mot, d'une phrase qui nous a touchés. À l'intérieur de la forteresse, les soldats reculèrent en une oscillation insensible. Ils éprouvèrent une impression terrible de solitude. Les murailles humides, noires, n'étaient plus qu'une protection. Elles n'étaient plus une protection, elles les enfermaient. Oui, il n'y avait pas Cacaboudin dedans. À partir de ce moment, on ne comprend plus rien. Les lieux vacillent, le temps meurt, tout se précipite. Un jeune épicier observe qu'il serait aisé d'atteindre le chemin de ronde au sommet du mur de la contre-escarpe. Ce chemin faisait le tour du fossé. De là, on pourrait sauter dans la cour du gouvernement. Jean-Armand Panetier, c'est son nom, laissera une petite relation de sa journée et retombera aussitôt dans le néant. Mais, à ce moment, le mardi 14, il est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Comme il est de grande taille, il se plante contre la muraille et fait la courte échelle. Le charron Tournai monte le premier. Il porte un gilet bleu, il a 20 ans. 8 à 10 autres le suivent. Ils enjambent une échoppe qui sert de remise à un débitant de tabac. La foule les apostrophe, on rigole, on les encourage. Il y a un raffut inouï. Tournai grimpe sur le toit du corps de garde. Des copains le hèlent, le vent fait bouffer son gilet. Donc là, ils sont en train de pénétrer à travers le pont-levis. J'imagine qu'à cet instant, le charron Louis Tournai ait été lui-même, seulement lui-même, vraiment dans son intimité la plus parfaite, profonde, là, aux yeux de tous. Ce fut pour un court instant. Quelques pas de danse sur un toit de tuiles, une série de déboulés, la tête libre, haute, puis un chapelet de battements, de piquets, de pirouettes même. Ou plutôt non, ce furent des pas très lents, de petits glissements, des pas de chat. Soudain tournait sous le grand ciel dans le jour gris et bleu, oublie tout. Le temps meurt un instant en lui. Il vacille près d'une cheminée, les gens craignent qu'il tombe. Oh, il s'accroupit sous la pente intérieure du toit, les tuiles lui brûlent les mains, on ne le voit plus, il est seul, la cour du gouvernement est vide, face à lui. Il est alors juste une ombre, une silhouette, les soldats sur les tours le regardent, il saute dans la cour. Donc là on a un Yamakasi qui est en train de courir de toit en toit pour pénétrer jusque dans la cour du gouvernement, et il y a les soldats effarés qui sont en train de le regarder faire ses pirouettes, faire ses sauts... se rattraper sur les tuiles des toits qui doivent très certainement être à plus de 70 degrés, hein, parce que je vous rappelle qu'il fait une chaleur extrême ce jour-là, donc les tuiles ça prend bien la chaleur sous le soleil. Là il est encore plus seul, il accomplit un devoir étrange. Personne ne sait de quoi la liberté est faite, de quelle façon l'égalité s'obtient. Louis Tournai, le charron, le jeune homme de 20 ans, est passé de l'autre côté de la vie. Il n'est pourtant rien qu'un petit morceau de foule, tombé là, tout seul dans la cour du gouvernement. Faut que je boive, je sais pas ce qui se passe. J'ai plus de voix. La cour est large, horriblement. Tournai frissonne. Qu'est-ce que je fais là, se dit-il. Il fit quelques pas sur les gravillons. Peut-être que, malgré le bruit, il entend crisser la plante de ses pieds sur le sol des rois. À sa droite, il y a l'hôtel du gouvernement qui a été abandonné par les soldats de la forteresse. Les bâtiments sont déserts. On dirait qu'ils sont vides depuis toujours. En face, c'est l'avenue de la Grande Cour, le passage qui conduit au dernier pont-levis. Ce petit couloir mène de l'ancien régime vers autre chose. Elle est belle cette phrase. Après, ouais, ce petit couloir mène de l'ancien régime vers autre chose. Vous savez que l'ancien régime, c'est ce qu'il y a avant la Révolution. Une fois parcouru l'isthme, une fois franchi cette fine bande de pierre au bout de laquelle se trouve la porte cadenassée de la citadelle, on ne voit qu'un trou noir. Un camarade saute à son tour. Ils sont deux à présent. Le type qui vient de tomber du ciel s'appelle Aubin Bonnemère. Il était déjà là tout à l'heure, secourant l'ambassade de Thuriot lorsqu'elle fut un peu secouée par la foule devant la Bastille. Aubin est de Saumur, il a 36 ans. Son père est marinier, il a vécu en bord de Loire, il a épié les bancs de sable qui se déplacent chaque année, les brumes qui rongent les rives. Mais il n'y a pas que Louis et Aubin à jouer les équilibristes. Il y a 8 ou 10 autres hussards sur ce toit. Il faut être attentif à ces vagues présentes. Pardon. Je sais pas pourquoi mon nez me gratte à ce point-là. Ça me déconcentre. Arrête de gratter, nez. Il faut être attentif à ces vagues présences, contours, profils, à ces élocutions dont tout récit sert pour mener son lecteur. Gardons-les encore contre nous un instant, ces 8 à 10 autres. Par la grâce d'un pronom personnel, comme de tout petits camarades, puisqu'eux aussi courent sur les toits.
Ils font peut-être les marioles, ils dansent sur l'horizon. Tournai est dans la cour et là, ils disparaissent. On les abandonne définitivement. On ne les reverra plus jamais. Ce sont les petits bonshommes de Bruegel, ces patineurs que l'on voit de loin depuis l'enfance, ombres familières aperçues au fond d'un tableau sur la glace. Ils nous font pourtant un curieux effet de miroir depuis leur brume. On se sent plus proche d'eux que de ceux qui campent au premier plan. Ce sont leurs silhouettes qu'on scrute, que nos yeux supposent, que le brouillard mouille. Et si nous rêvons, il n'y a plus qu'eux. Et oui, c'est eux qui se détachent de la foule. Il y a toute la foule qui est présente, qui est une seule masse indissociable, indivisible. Et il y a 10 mecs qui sont en train de sauter de toit en toit, de parcourir des trucs pour atteindre le pont-levis. À présent, Aubin et Louis entrent dans le corps de garde. Ils jettent les tiroirs à terre, ouvrent les portes, ils cherchent les clés mais ne trouvent rien. Dehors, la foule cogne à grands coups sur le pont-levis, on s'impatiente. On arrive de toutes parts, le chemin tournant qui mène à la dernière cour est plein de monde. Il y a là Collinet, le chapelier, avec Gilles Droit, son camarade, et Varenne. Ils ont une furieuse envie de voir ce qui se passe. Il y a tellement de bruit qui se crie à l'oreille, des morceaux de paroles. Varenne perd un soulier. Les autres se marrent, ils boitillent au milieu du chaos. Rue Saint-Antoine, la rumeur dit que l'on entre dans la Bastille. Alors on se rue vers l'avancée. Ils veulent tous voir Jean-Julien. Ils veulent tous voir. Jean-Julien veut voir. Laurent veut voir. Toussaint Groslay veut voir. Dumont veut voir. Ils n'ont pas de fusil, pas de pique, mais ils veulent voir le grand pont-levis tomber. Falaise, le cordonnier, veut voir lui aussi. En quittant son galetas, il a fourré dans sa poche 2 balles de plomb. Il ne sait pas ce qu'il va en faire, peu importe. Il est un peu timide. Falaise, un peu vieux aussi. Il soulève sa calotte et passe machinalement la main sur son crâne chauve. Les rumeurs défigurent ce qui se passe à quelques dizaines de mètres. Le pont-levis de l'avancée est déjà pris. La Bastille tombe et la foule avance dans un ourvari. Pardon, je m'interromps dans mon lyrisme, mais ourvari. Je vous l'écris dans le chat pour ceux qui ne connaissent pas ce mot-là. Un ourvari, c'est la ruse d'une bête traquée qui met les chiens en défaut. Eh ben, c'est un mot. Et la foule avance dans un ourvari formidable. Et Rousseau, François Rousseau, dont la profession merveilleuse est d'allumer les réverbères, ne veut pas être en reste. Il ne pense même pas à se battre. Et comme si la Bastille allait tomber de toute seule, parce qu'ils le désirent tous, il avance sans réfléchir parmi les autres, en tenant Joseph Dumont par la manche. Il se laisse emporter par le courant. Louis Tournai se hisse jusqu'à la bascule. Les soldats, depuis les tours, déchargent leurs fusils sur le petit pont. Une balle touche Jean-Julien et le laisse infirme de la main droite. Laurent fut blessé, Servet fut blessé, Lamotte prit une balle dans le pied. Toussaint Groslay prit une balle dans l'avant-bras qui le traversa d'outre en outre. Il se retourna pour courir, et puisque ça ne suffisait pas, il en prit une autre dans l'os des îles, juste au-dessous de la fesse, et il fit quelques pas en arrière et tomba. On fit passer à tourner une pioche. Il était en sueur, sa chemise déchirée, les pieds calés entre les pierres. Il va briser les chaînes du pont-levis. Du haut de la forteresse, les fusils crachent. Tournai ne voit plus rien, n'entend plus rien que le raclement des haches sur la porte du petit pont. Ah, qu'il est seul soudain, seul avec sa rage et ses centaines de voix qui lui crient de faire plus vite, l'encouragent, le maudissent. Tout à coup, il pleure comme un enfant. Il continuait de cogner, il cognait même plus fort, mais il pleurait de rage et de tristesse. Les larmes lui brouillaient la vue. Elles laissaient de longues traînées sur son visage plein de poussière. Il gémissait, frappait, il avait le geste de la bête, tordant les chaînes avec sa pioche, cognant, râlant, petite mouche rabiotant le terrible appareil. D'un coup de merlin, Aubin venait de faire sauter les verrous de la porte. Il n'y avait donc plus que lui. Cela accrut son sentiment de désespoir. Il redoubla ses coups, se blessa à la main, et continua de frapper. Il ne pensait plus, il étampait, il commotionnait les anneaux de fer, il médusait cet énorme bracelet, cognait sur n'importe quoi et n'importe comment, enfonçant le nez de sa pioche entre les mailles. Il tordait et tortillait, tire-bouchonnait à tour de force, encouragé ou injurié par les inconnus qui, derrière les portes, hurlaient. À ce moment-là, le ciel fut pâle. La foule s'envenima. On roula des poings sur le grand tablier, mêlant des injures banales aux grands mots. Il y avait des voix de femmes, des conseils d'orateurs de cabaret. Tout le monde savait comment faire, et Tournai gémissait, les paumes trempées de sang. Le pauvre. Le pauvre. Le mec, il est comme ça en train de taper avec sa pioche sur les chaînes, et il y a tout le monde qui dit « Mais tiens, te croyais, putain ! Mais je sais pas comment on fait pour casser des chaînes !» Enfin, les poutres vacillent puis tombent. Le pont-levis s'abat sur le fossé. La foule recule dans un nuage de poussière. Le tablier rebondit à grand fracas, tuant un homme qui se tenait trop près. Tournai s'appuie au mur, sonné, heureux, il pleure. Plus personne ne pense à lui. On se presse dans la cour, on l'oublie, il s'évapore. Son épopée n'aura duré que quelques minutes. Et ça y est, il disparaît de l'histoire. Il disparaît de la Révolution.
Certainement un des hommes les plus importants de la journée du 14 juillet disparaît, comme ça, de la Révolution, par le fait qu'il est avalé par une foule. Voilà, la foule, de toute façon, avale tout, hein. La foule se rue au pied de la citadelle. Entre la Bastille et Paris, il n'y a plus qu'un pont de pierre et un rideau de bois. On dirait un roman de cap et d'épée, mais les morts ne se relèveront pas. Parmi les centaines de personnes qui se bousculent, Collinet se ferait un passage. Il tire ses camarades par la manche. Venez! On rit, entraîné par le flot qui pénètre dans la cour. Falaise ne veut pas les suivre, il essaie de reculer, mais ce n'est pas possible, il y a trop de monde, il ne peut pas remonter le courant. La foule avale tout. La foule avale toujours tout, vous ne pouvez pas remonter le courant d'une foule. Un inconnu lui arrache son chapeau en riant puis le relance. Un copain lui crie quelques mots à l'oreille. C'est François Rousseau, ils sont venus ensemble pour se battre. Mais à mesure qu'ils arrivent près de la dernière cour, ils sentent monter en eux un mélange d'exaltation et de panique. On passe le petit pont, et on se carre un instant derrière les chaînes brisées pour reprendre son souffle. Et tout à coup, les tirs reprennent. On court de toutes parts. Une garde française tombe mort, et sans réfléchir, Rousseau cueille son fusil. Le canon est chaud. Il attrape le sachet de poudre, mais il oublie de prendre la baguette. Et le voici qui marche en direction de la muraille. Vous savez qu'il faut une baguette pour tasser la poudre. Il se ferait un passage parmi les gens qui courent. On le bouscule, les graviers sont brûlés par le soleil, le ciel est blanc. Rousseau est heureux. Il braque son fusil en direction des tours. La pétarade reprend de plus belle. Un Biscayen frappe un homme en plein cœur et le coupe en deux. C'est Louis Poirier. Il a descendu en chantant la rue de Charenton tout à l'heure. Et le voici maintenant qui a vomi ses boyaux. Le chaos est indescriptible. Les assaillants se couchent derrière les garde-corps. Des types traversent en se hâtant la cour, les groupes s'éparpillent et les amis se perdent, les balles sifflent, il fait une chaleur atroce. Collinet monte sur le parapet qui borde le fossé, et de loin, il aperçoit Falaise qui avance vers les tours. Il lui fait signe. Dans le charivari qui règne, parmi les tourbillons de fumée, la silhouette de Falaise semble tanguer. Il tient la main en l'air, on ne sait pas trop pourquoi, et l'agite éperdument au-dessus du monde. Une fois que la fusillade cesse, la cour est jonchée de cadavres. Le silence fait un étrange effet. On hésite à quitter sa planque. Petit à petit, on se risque à découvert. Un blessé pousse d'horribles cris. 2 gardes françaises le traînent sous l'auvent d'une boutique bordant le chemin de ronde. Un cadavre est assis contre un mur, une corneille lui grignote l'épaule. Soudain, Gilles Droit fait signe de revenir. Il a trouvé Falaise. Son crâne nu et chauve brille sur le pavé. Il a tout le flanc noir et le pouce arraché. Dans ses poches, il a toujours les 2 balles de plomb prises chez lui 2 heures plus tôt. Il n'aura pas eu l'occasion de s'en servir. Un peu plus loin, près du pont-levis, Collinet soulève un autre cadavre. Le sang pisse par le cou. C'est François Rousseau. Les mouches lui dévorent les yeux. On arrache 2 planches aux casernes. Sur l'une, on dépose Falaise, sur l'autre, Rousseau. Il est environ 2 heures de l'après-midi. Ouais, j'aime beaucoup, les gens ne sont plus si anonymes, c'est plus que juste, il y a eu la prise de la Bastille, et puis ouais, bah oui, c'est ça. On désanonymise les gens, et c'est un travail qui est important à faire, et c'est un travail qui est passionnant. Et par contre, il y a de la recherche derrière, hein. Il y a plus de travail de recherche que de travail d'écriture, hein. Euh, Donc, Falaise et Rousseau sont morts. De son côté, après l'échec cuisant de Thuriot, l'hôtel de ville avait aussitôt dépêché une nouvelle députation. Elle se composait du président des électeurs de la Vigne, de l'Eudeste de Boutidou, député suppléant de Chignard, et de l'abbé Fauchet. Il faut les imaginer mieux fagotés sans doute que la plupart de ceux qu'ils croisèrent durant leur petite excursion, délégation officielle, pittoresque au milieu d'une multitude en armes. Ils eurent le plus grand mal à se frayer un chemin, ce qui prouve qu'il y avait alors beaucoup de monde, une masse inouïe de gens avec ce prodigieux souffle des foules qui s'exaspèrent lorsqu'on les menace. On s'aperçut à peine de leur arrivée. Les assiégeants avaient bien mieux à faire que de s'émouvoir d'une énième délégation. Ils se battaient. Les électeurs tentèrent timidement de s'approcher de la forteresse. La multitude les bousculait, ne se souciant point d'eux. Quelques coups de feu clairsemés les repoussèrent. Ils se retirèrent prudemment. La petite députation ne put même pas atteindre la muraille. Mais une nouvelle ambassade était déjà en route. La négociation est une maladie comme une autre. Cette députation fut plus solennelle. Elle avait à sa tête Louis-Dominique Étis de Corny, procureur du roi. Il était escorté par Monsieur de la Fleury, le comte de Picot-Sainte-Honorine, et de Poupart de Beaubourg, qui prétendait descendre en droite lignée d'un argentier de Charles VI, et qui, capitaine de dragon et croix de Saint-Philippe, portait ce jour un bel uniforme vert et arborait ses décorations. Les mecs, ils viennent avec leurs décorations, avec des petits mecs comme ça, avec leurs petits drapeaux, avec leurs petits chapeaux, et puis... Et puis ils vont en face de combien, je sais même plus combien ils sont, de 500 000 Français qui sont en train de défoncer la Bastille.
Il faut ajouter que si l'on veut que ce portrait soit complet et vraiment fidèle, qu'il sera emprisonné plus tard pour trafic d'assignats, puis de nouveau pour pillage, concussion, complicité avec les cercles contre-révolutionnaires, et même accaparement de biens lors de la prise de la Bastille. Mais n'allons pas trop vite. Avec eux, il y avait aussi Pierre-André VI, architecte à ce que certains prétendent, et Louis Lézin de Milly, avocat qui, né à la Martinique 37 ans auparavant, venait d'une des grandes familles de Louisbourg et était alors secrétaire du parquet de Paris auprès d'Étis de Corny lui-même. Il est d'opinion modérée, favorable à une monarchie constitutionnelle, comme la plupart de ses collègues. Parmi ses contributions notoires au cours de la Révolution française, on note ce discours prononcé le 20 février 1790, dans lequel il met en garde contre cette désorganisation des colonies que produirait inévitablement l'abolition de l'esclavage. Il était colon. Un peu plus tard, il motionnera contre la déchéance du roi, puis sa carrière s'orientera, paisible, vers des missions de police et de surveillance. Un petit facho, un petit Darmanin. Voilà. On voit que cette ambassade, composée avec beaucoup de tact et de pragmatisme, était la fine fleur des députations. Vers 2 heures de l'après-midi, ce joyeux équipage sortit, sage précaution, par la porte arrière de l'hôtel de ville, la place de Grève devenant dangereuse, envahie qu'elle était par la populace. Ils longèrent soigneusement la courbe rue du Martroi, qui suivait la rue du Pet au Diable. Face à Saint-Gervais, la gentille cohorte tourna vers la droite dans la rue Lompont, et puis, par surcroît de prudence sans doute, on décida de prendre par les quais. Ils firent bien des détours, passèrent par des petites rues, sans manquer d'appeler les patrouilles de la milice bourgeoise qu'ils croisaient, à ne laisser passer personne. Leur intérêt n'allait pas de l'accroissement de l'émeute. Enfin, ils aperçurent Coutan, commissaire au bureau de la ville, cadet Célestin, et l'engagèrent à se joindre à eux. Ce loufoque cortège traversa ainsi l'insurrection comme par miracle. Les mecs, ils ont réussi à passer, avec une délégation de nobles, au milieu de la populace qui était en train de prendre la Bastille. Ils ont réussi à passer en appelant les milices, à dire allez, venez nous protéger, nous on passe par les quais, on fait des détours comme ça. Putain. Il date de quand ce bouquin? Il est assez récent, hein. Il est assez récent. 2016. Août 2016. Bah les noms de rues changent. Les noms de rues changent. Mais surtout à la Révolution, on a changé tous les noms de rues. Pour que ça corresponde à des trucs républicains, quoi. Enfin, et ayant boitillé 200 mètres, notre ambassade tomba dans l'arsenal. À la cour du Salpêtre, on ordonna aux Suisses de refermer la porte, prenant bien soin de calfeutrer tout ce qu'on peut. Les voici cour de l'Orme, ils n'emmènent pas large. Le procureur du roi, Louis-Dominique Étis de Corny, commande que roule le tambour de hisser le drapeau. La petite délégation est un modèle de discipline au milieu du chaos. Ouais, c'est l'ordre républicain. Ayant ainsi procédé dans les règles, le comte de Picot-Sainte-Honorine, Bouqueron, le drapeau Johannon et le tambour pénètrent solennellement dans la cour du gouvernement, et là, stupeur, ils tombent sur un grand nombre de particuliers, comme ils disent eux-mêmes, armés de fusils, de haches et de bâtons. La petite ambassade annonce en grelottant d'un ton officiel que la ville les envoie pour parlementer. Effarés sans doute, les combattants s'écartent, et les députés parviennent au pied de la citadelle. Bien élevé, Boucheron ôte alors son chapeau, la foule le regarde éberlué. Il doit y avoir Fournier l'américain, Maillard le futur conventionnel, et peut-être la giroflée dont le pied nu enveloppe ses bandages, dont le pied nu enveloppé de bandages doit à présent être tout rouge. De l'intérieur de la forteresse, entre deux coups de mousquet, on les entend mal. Enfin, la garde ordonne que le peuple se retire pour laisser passer la députation. Les députés exhortent les combattants à cesser le feu. Ce dut être une scène assez curieuse, pittoresque. Imaginons Jean-Baptiste Balanche, Pierre-Louis Bidois, Jean Bandol, Jean-François Boyer, Louis Chambin, Jacques Communot, Pierre Crampon, Antoine Cras, Claude Niquet, Jacques-André Noël, Jean-Baptiste Roubaud. Ils s'échinent sous un feu roulant depuis des heures, ajustant leurs mousquets, déchargeant puis se retirant sous les voûtes. Là, on déchire à toute vitesse un rouleau de papier, on remplit le bassinet, on verse la poudre dans le fût et la balle. Jacques regarde Pierre, ils sortent de l'abri où ils s'étaient retirés et pointent leur canon vers le ciel. Une étincelle enflamme la poudre en se faufilant par un petit trou appelé lumière. Il faut de nouveau reculer, vider le fusil et recharger. Les nuages roulent très haut, de temps en temps les canons brillent sur les tours. Les silhouettes de soldats y sont presque impossibles à atteindre. Elles flottent dans le firmament parmi les mouettes. D'ici peu de temps, à Chemillé, à Villers, à Dole, à Coron, à Moutière, la plupart de ces hommes seront morts, décimés par les guerres de l'an 2. Et tandis qu'ils se battent, beaucoup d'entre eux étant déjà blessés, alors qu'ils sont à présent résolus à faire tomber la citadelle, sûrs de leur fait, voici qu'un petit groupe de bourgeois pointe le nez et leur ordonne de cesser le feu. Chamin s'esclaffe. Communot tend son mousquet, criant que ça leur ferait un joli porte-manteau. Les colibets fussent. Canivet, qui traînait dans leurs pattes, siffle un petit air méchant.
Il était plus débrouillard qu'Étis de Corny et sa troupe, Louis-Sébastien Canivet. Il se peut que le petit navet de Victor Hugo, l'ami de Gavroche, celui qui crie à bas Polignac, ait chouravé une partie de son nom à ce pétulant personnage. On l'appelait Canivet tout court, on aurait pu l'appeler Caniveau. Oui, il est historien, l'écrivain. Oui, il est tout à fait historien. Ça. Tous les noms, toutes les professions. Ouais, le style est incroyable. Hein. Le style est incroyable. Bon, vous avez l'air intéressé. J'imagine que je continue. Je me fais juste une petite... hein. Je regarde ce que vous dites. Mais sur les noms, c'est assez délirant. Hein. Moi, j'ai une grosse admiration pour les mecs qui sont capables de faire des notes comme ça, de noter tous les noms des gars, de noter où ils sont, par quelle rue ils passent. C'est-à-dire que le mec, il fait ça avec la carte de Paris de l'époque. Il fait son propre travail de reconstituer entièrement tout ce qui s'est passé le 14 juillet, quoi. Vous avez une idée de pourquoi mon nez peut me gratter comme ça? Mon nez me gratte juste, quoi. Même pas l'intérieur, le dessus, ça me gratte. Sous les huées, la petite députation finit par rebrousser chemin. Seule Milly reste un instant face à la forteresse et agite frénétiquement son mouchoir. Il faut imaginer la binette qu'ont dû faire les charrons, les ferblantiers, les commères, les gamins de Paris, voyant au milieu d'un tumulte sans précédent, ce type piquer son mouchoir au bout de sa canne et le secouer en l'air. Milly est tout entier dans son petit mouchoir blanc. Ce devait être tordant, consternant, indécent peut-être. Bien complet de son chapeau et de ses guêtres et de sa montre à gousset, il est venu calmer les esprits. C'est la profession des gens de l'hôtel de ville. Dès qu'un esprit fermente, on l'emprisonne. Dès que 100 ou 1000 esprits fermentent, on envoie les gendarmes pour leur tirer dessus. Mais quand des dizaines de milliers d'esprits fermentent, de conserve, alors on envoie une députation. On noue un tire-jus au bout de son stick et on l'ébroue gentiment. Boucheron laisse Milly à son petit mouchoir et rejoint le procureur du roi qui se tient prudemment sous les voûtes avec le reste de la députation. Étis de Corny, paternel, exhorte une dernière fois les combattants à se tenir tranquilles afin qu'ils puissent entrer dans la Bastille. Louis-Dominique a 52 ans, sans doute un brin de bedaine et beaucoup d'amis. Il a correspondu avec Voltaire, fréquente Lafayette, Jefferson, est aujourd'hui même son hôte à Paris, et il a d'autres chats à fouetter. Il est marié à Marguerite Victoire de Palerne, qui le liant au milieu d'argent a favorisé son caractère. Une fois acheté sa charge de procureur au roi, le voilà parvenu au zénith de son existence, et il ignore encore, lui qui a rédigé un petit essai sur les hommes illustres, que cette députation flageolante sera son illustre fait de gloire, son petit morceau d'azur. Mais Étis de Corny pensait sans doute à autre chose. Il faisait remonter le courant très loin. Il prétendait que les Étis étaient issus de Heth ou Aed, roi d'Écosse, régnant sur les Pictes, arrière-petit-fils du roi Domangar Mac Domnall, et que par là, ils descendraient des Galiciens qui eux-mêmes procèdent aux Égyptiens ayant fui les 7 plaies. Donc le mec, il s'est créé une généalogie complètement débile. Ainsi, le sang du procureur du roi remontait-il jusqu'à l'Antiquité biblique? Je ne sais pas si les Étis de Corny sont apparentés à la garde de Tranchelion, Damoiseau, seigneur de Tranchelion en Limousin, ou s'ils furent parents de Bec de Lièvre, seigneur de Moqueville et de Ronchou, ou dont un illustre se distingua à l'attaque du Pacha Ibrahim, qui fut plus tard le grand voyer de Normandie, ou encore s'ils sont liés au couffin dit Couffon de Trévros, dont le nom truculent est classé au 75 216e rang des noms de famille inventés en France. What the fuck? Dont le nom truculent est classé au 75 276e au nom rang des noms de famille inventés en France, et dont les demeures d'origine sont peut-être un sinistre manoir près de Plouarzel ou une gentilhommière en Mayenne. Toujours est-il que de mauvaises langues murmurent que le grand-père d'Étis de Corny, loin de descendre des pharaons, était en fait cabaretier. Je n'ose le croire. Le coup du mouchoir fit un flop. Le petit numéro n'avait pas pris. Le public, barbare, continuait à tirer des coups de mousquet sans prêter attention au spectacle. Mais le sabre d'officier d'Étis de Corny n'eut pas davantage l'heure de plaire. Il était pourtant élégant, avec sa garde allemande, sa monture ciselée en bronze doré, calotte à courte queue, décorée d'un casque empanaché posé sur bouclier avec fond de trophée de drapeau, sa confortable fusée en bois recouverte
d'un veau ciré marron afin que la main puisse la tenir sans effort. Oui, son épée devait pourtant en jeter plein la vue, avec sa lame courbe à pan creux, bleuie et dorée, gravée sur son premier tir de couronne de feuillage, avec en son centre un hussard à cheval, chargeant surmonté d'une banderole portant inscription, et l'on peut affirmer que sentir pénétrer dans son corps ses 79 cm et 6 mm de long avec des très légères oxydations d'usage était sans doute un privilège. Oui, il aime pas trop les nobles, hein, Vuillard. Mais le peuple qui se battait ne fut ni sensible à son... ne fut sensible ni à son fourreau en bois marouflé de cuir ciré noir à 40 garnures de laiton repoussé, ni à sa chape agrémentée de laurier et de palme, aux 2 bracelets de bélière aux pitons cannelés estampés de reliefs de trophées d'armes, ni aux anneaux en laiton doré à la longue boutrolle festonnée de guirlandes où meurt un casque empanaché sur un carquois de flèches, ni à son ceinturon de maroquin rouge brodé de fils de soie, ni à sa somptueuse fermeture composée de 2 boucles ajourées reliées entre elles par un crochet en forme de S, décoré de 2 serpents. Et on le comprend, car le peuple... Il suffit de jeter un coup d'œil au sabre d'Étis de Corny, à ce très beau sabre de hussard commandé vers 1785 à Strasbourg, à tête noire, chez Berger, fourbisseur, oui, il suffit de voir le sabre de Louis-Dominique Étis de Corny, resté dans la famille jusqu'au décès de son dernier représentant à Fontainebleau en l'an 2000, donc il est resté dans la famille jusqu'à l'an 2000, il suffit d'apercevoir cette Durandale, l'homme du monde, accessoire de parade pour sentir l'abîme entre Étis de Corny et Pierre Folito, chaudronnier, blessé pendant le siège, et qui terminera une triste carrière de gendarme aux Invalides. Après avoir rendu compte à Étis de Corny de l'initiative de Louis les Indes Milly, qui, de son doux accent créole, tente d'apaiser les esprits, brandissant son mouchoir, Boucheron décide d'aller chercher son protégé, craignant qu'il ne lui arrive misère. Le brave soldat slalom entre les gardes françaises parmi les insurgés et retrouve le bon Louis les Indes dans la même position que ci-devant, avec son mouchoir blanc qu'il agite éperdu. Et au lieu de lui faire signifier que tout cela est ridicule, au lieu de le tirer par la manche et de l'emmener au restaurant, dans les beaux quartiers pour le dédommager de ses exploits, voici que Boucheron et Picot avancent à leur tour et agitent à nouveau leur chapeau. On dirait qu'ils disent au revoir à quelqu'un ou à quelque chose, à l'ancien régime peut-être. Aimablement, ils font de nouveau requêtes aux assiégeants de ne plus tirer. Ils insistent, godiches pénibles même, qu'on suspende les hostilités. Mais les rebelles ne veulent rien entendre. C'est alors qu'un miracle se produit. Oui, les infos du sabre sont évidemment véridiques, puisque c'est un sabre qui était encore en héritage jusque dans les années 2000. J'espère que maintenant il est dans un musée et qu'il appartient pas à des connards de bourgeois. Au moment où l'on n'y croyait plus, voici qu'on aperçoit des signaux de paix au sommet des tours. Toute fébrile, l'ambassade s'avance. Elle va se présenter pour entrer dans la forteresse. Poupart jubile, Étis triomphe. Ils vont enfin pouvoir jouer leur rôle, le premier. Mais au moment où ils traversent fièrement la cour, une décharge venue des tours fauche plusieurs assaillants à côté d'eux. Nos amis, frileux, se dispersent quand de nouvelles détonations résonnent. Le vent emporte les chapeaux, le soleil fait une apparition timide. Étis se rencogne près d'un mur, pas loin d'un cadavre. Il halète, le visage empourpré, et dans ses pantalons peut-être qu'il pisse. Les membres de la petite députation, affolés, galopent au hasard le long des casernes. Ils cognent aux portes, hurlent sans succès qu'on leur ouvre. La fusillade continue. C'est à ce moment que Jean-Baptiste Créten, âgé de 62 ans, né à Beaune en Côte d'Or, qui, croyant l'heure venue, s'était avancé témérairement près des tours pour sommer Delaunay de se rendre, fut blessé. Perrin reçut un coup de feu à la jambe gauche. Turpin fut criblé de chevrotine. Et Sagot tomba mort. Mais qu'est-ce que c'est Sagot, ce nom posé ici comme un cadavre? On sait bien peu sur lui. Son enveloppe est vide. Il vivait rue Planche-Mibray et faisait profession de batteur d'or. Son nom n'est même pas sûr. On le trouve parfois sous celui de Saganet. Il a dû croire aux signaux de paix comme les autres et s'avançant un peu à découvert, timide mais pas assez. Il a dû douter un instant et se dire, lui, pauvre batteur d'or, savait bien peu de choses, et qu'après tout, si le procureur du roi voulait entrer dans la citadelle, il devait avoir des raisons sérieuses, et que peut-être il trouverait une solution là-haut pour tout le monde. Il s'est alors approché. Il voulait voir. Il fit quelques pas. Il suivit Poupart et Corny, s'installa dans leur sillage patelin, impressionné par leur faconde, et il laissa derrière lui tout ce qu'il aimait. Sa jeune femme, sa petite vie de facturier, sa piole à planche Mibray, ses copains de bistrot, ses certitudes de pauvre, et il fit quelques pas de poupée mécanique, dans l'espoir de bien faire. Donc là, faut vous imaginer, faut s'imaginer le noble qui arrive, qui rentre dans la citadelle, et puis bah, tout le monde arrête de tirer, donc il est content, et puis d'un coup les tirs reprennent, il se planque contre un mur, et puis il regarde à côté de lui, et puis il voit un cadavre. Et évidemment, on peut très bien imaginer aussi qu'il se pisse dessus. Qu'est-ce que c'est un batteur d'or? Alors un batteur d'or, j'ai une petite idée, mais alors je suis pas vraiment sûr. C'est une personne dans le métier de fabriquer des feuilles d'or très fines, ouais c'est ça, c'est le mec qui va aplatir l'or. Vous savez que l'or est une matière très très particulière, parce que je crois qu'avec 1 gramme d'or, vous pouvez faire 1 kilomètre de fil d'or. Parce que c'est extrêmement élastique, donc en fait, en le frappant suffisamment, vous pouvez en faire quelque chose de très très fin pour faire des plaquages, quoi.
Pendant les quelques instants où il avance à découvert, l'œil fixé sur les tours tâchant de comprendre les signes, il dut avoir le cœur à la fois tout froid et tout chaud, protégé par les forces de l'habitude et inquiété par autre chose, de plus incertain peut-être, mais de plus profond. Il y eut sans doute aussi le goût du risque, la bravade. Tout cela tourbillonna très vite dans sa tête, comme de minuscules débris de vérité incapables de s'assembler. Il y eut une éclaircie, un rayon de soleil les aveugla, puis un lourd nuage engloutit tout. Un camarade leur cria de ne pas s'approcher davantage, de revenir. Sago l'entendit à peine, leva les yeux, et il y eut un éclair, un tout petit brin de lumière près du ciel en haut des tours. Il n'eut pas le temps de comprendre. Ça brillait. Une détonation sembla venir de très loin, de derrière lui. Mais avant qu'elle ne l'atteigne, il sentit une chaleur dans le ventre. « Reviens !» entendit-il. Il eut alors une terrible envie de tout laisser là, de rebrousser le chemin jusqu'à la rue Saint-Antoine, de courir jusqu'à la grève et d'aller chez lui voir sa femme. Il avait oublié de lui dire quelque chose. Soudain, il eut l'impression qu'on le repoussait doucement dans le silence. Il vit Perrin crier, mais ne l'entendit pas. Sa vue se troubla, sa bouche devint sèche. Et lorsqu'il fut étendu sur le sol, la tête en l'air, regardant le ciel, il cracha un long sifflet de sang et d'écume, puis un petit cri. La cour était vide, horriblement vide maintenant. Il était seul, allongé, blafard. Perrin, à 10 mètres de lui, se tenait la jambe. Turpin s'était traîné jusqu'au mur et pleurait. Et tandis qu'Étis de Corny allait sous le parapet et gesticule en direction de ses camarades afin qu'on vienne le chercher, Sago gît seul au milieu de la cour. Il gît parmi ses regrets, son histoire éparse qu'on a jetée par terre. La planche mibrait, son atelier, ses serre-joints, ses marteaux, ses fines pinces de roseau, tout ce qui avait accompagné sa vie mortelle jonchait le sol autour de lui. Le ciel était là, énorme. Sago est tout petit. Il est tout petit dans son tablier d'artisan, car il est venu là sans se changer, en tenue de travail. Et il meurt dans ses vieilles blouses, toutes couvertes de taches de sang, comme la palette d'un peintre. Dieu que c'est petit un homme, et que la cour est grande. Les murs s'écartent, le ciel est lourd, il fait affreusement chaud. Sa femme doit être inquiète. Ils habitent un grenier d'où l'on voit Paris, c'est leur grande richesse. Ils prennent plaisir le soir à se tenir un moment ensemble à la fenêtre. Ils se donnent à manger, échangent quelques banalités sur la couleur des toits et le petit arbre que l'on devine en bas dans la courette. Ils causent un peu de leur journée. C'est ce qu'on appelle s'aimer. Oh, ce n'est pas grand-chose, bien sûr, mais ce n'est pas une vie de procureur du roi, ni d'avocat, ni d'électeur, mais une petite vie de rien du tout. Et ce n'est pas si mal, au fond, cette petite vie. Elle est faite de bien des choses qu'on ne saurait nommer. Une façon de se pelotonner au lit, l'un contre l'autre, des habitudes stupides que l'on a, des façons de s'appeler, de s'engueuler, de se réconcilier aussi. Un ton de voix. Bien sûr, ce n'est pas facile tous les jours. On n'a pas encore payé son terme, le mois a été dur. Peu de travail et de la dépense. Mais on se serre les coudes, on est jeune, on espère. Hier soir, avec sa femme, ils ont joué au dé au lieu de dîner. Les affaires iront mieux le mois prochain. Soudain, à travers je ne sais quelle migration, déchaînée d'images et de mots, le visage de sa femme lui apparaît, un peu inquiet, soucieux. Mais qu'a-t-il donc oublié de lui dire? Il ne sait pas. Il la trouve belle, tout près de lui. Le soir, dans le grenier, on se caresse, le goût des lèvres, de la bouche, tout cela est si doux, si intérieur qu'on ne sait le décrire. Chaque homme a son secret. Il revoit leurs draps blancs, la petite fenêtre, la cour où les enfants jouent. Ah, que c'est beau, et calme, la vie, à l'abri, derrière les souvenirs. À présent, deux types le traînent comme un sac près du mur. Il a perdu connaissance. L'un d'eux lui tient la jambe et retire ses souliers. Il les enfile très vite, il est pieds nus. L'autre arrache sa chemise et retourne ses poches. Alors, la placière qui se tient derrière nous en silence, notre vie durant, lève enfin la tête et lui demande de la suivre. Sago remarque sa figure sans expression, ses prunelles transparentes. Elle ressemble à Milly, à Corny, à tous les autres. Autour, la foule vocifère. On lui hurle de ne pas obéir, et cette fois, il voudrait bien ne pas y aller et reprendre son fusil, mais sa main est trop lourde à présent. Son bras est mort. Un garçon, affolé, marche sur son cadavre. C'était les tout derniers instants de son existence. Il le sut brusquement, et il eut l'idée bizarre que ceci serait marqué d'un vide, un blanc. Il ne resterait rien de lui. Tout ce qu'il avait fait, ces quelques meubles, ces nippes, seraient vendus à la sauvette, posés sur le trottoir. Que deviendrait sa femme? Certainement, certaines vies comptaient donc davantage que d'autres. Tout ce qu'il aimait serait oublié. Alors, il sentit qu'on le soulevait. Il eut peur. Sa tête tomba sur le côté et il ouvrit les yeux. Le long de la muraille, entre les jambes de ceux qui le portaient, il aperçut une toute petite fleur jaune, un bouton d'or. Son attention se concentra une dernière fois. Il y mit tout ce qui lui restait de force. Encore une seconde, juste une seconde. La fleur était pâle, jaune. Le temps se figea comme la foudre, il la regarda. Ah, comme il aurait voulu la tenir entre ses doigts. Comme il aurait voulu. Il ne savait plus quoi. Son regard chavira. Mais qu'avait-il donc oublié de dire? On le posa par terre, sur un sol dur et froid. Il lui sembla que son visage plongeait dans l'eau glacée, et il ressentit une grande douleur dans le ventre. Un chien renifla sa culotte, puis son visage. La laine le réchauffa un peu. Il y eut un cri. Un type lança un coup de pied au chien qui partit en hurlant. Euh...
Bienvenue, Love Gaufrette. Ah bah oui, bienvenue, Love Gaufrette. Tu viens pour une lecture de 14 juillet de Éric Villard. Donc là, on raconte un peu la journée du 14 juillet du point de vue du peuple. Donc là, c'est intéressant parce que je voudrais juste m'arrêter un petit peu là-dessus, très rapidement. On a eu, pendant tout le livre, la vie de ces hommes qui ont participé au 14 juillet, la vie des gens qui ont vraiment participé à la Révolution, qui ont participé à ces événements, les individus, les gens, les métiers, les vies, les habitudes, les foyers, etc., toutes ces choses-là. Et là, on a quelque chose qu'on oublie souvent de mentionner, c'est la mort de ces gens-là. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il y a eu 300 morts, il y a eu 300 événements comme ça, il y a eu 300 personnes qui ont manqué à leur famille, qui ont manqué à leur femme, qui ont tout perdu, qui se sont vus mourir, qui se sont vus résister pour éviter la mort, qui se sont vus faire tout un tas de choses. Et une mort, c'est pas un événement anodin. Une mort, c'est un événement qui est absolument catastrophique. C'est une vraie catastrophe, hein, au sens propre, une mort. Sauf que là, il y a tellement de morts que c'est même plus des catastrophes. Il y a tellement de morts que c'est juste une tristesse. Vous savez, l'incapacité d'être affecté et d'affecter les autres, et d'affecter le monde. Ça devient juste tellement délirant en termes de nombre de morts qu'on oublie que ce sont vraiment des individus qui meurent. Et là, on nous le rappelle de manière très intéressante, je trouve. On nous présente pas des cadavres, on nous présente des gens mourants. Et puis des gens qui meurent. Donc là, il fait un vrai travail qui est très très complet sur la vie, sur l'individu. Et aussi sur la foule. Donc c'est pas qu'un livre qui parle du 14 juillet, c'est pas qu'un livre qui parle de la Révolution française, c'est un livre qui parle de l'homme en tant que foule, de l'homme en tant que groupe, de l'homme en tant qu'idéologie, mais aussi de l'homme en tant qu'individu, en tant que père, en tant que mari, etc. Bonsoir Indo. Donc je rappelle, hein, pour les gens qui arrivent, on lit 14 juillet de Éric Vuillard, donc voilà, la Révolution française vue de l'intérieur, vue du peuple, etc. Donc on a presque fini le livre, hein, d'ailleurs. C'est de la lecture, c'est chill. Bienvenue. N'hésitez pas, si vous souhaitez rester. Parce que c'est bizarre d'arriver en milieu de live, toujours. Et moi, je t'invite à regarder les rediffs de ça, parce que vraiment, la lecture de 14 juillet, elle est vraiment assez exceptionnelle. Hein. Si les gens qui veulent rester, donc les gens qui sont en train d'arriver et qui veulent rester, je vous invite aussi dans le chat. N'hésitez pas à me dire vos pronoms. N'hésitez pas à me dire si je dois vous dire il ou si je dois vous dire elle. Une fois passé le coup de feu, les assaillants ressortent de sous les voûtes. Étis se relève lui aussi, donc Étis c'est le noble, hein, et poussette son col et enfile maladroitement son chapeau. Tout ce carnage est de leur faute. Furieux, on l'attrape au collet. Il reçoit une gifle et se sent soudain tout petit. Bien plus petit que Turpin et sa jambe qui saigne. Bien plus petit que Sago le cadavre. Il a peur. Il essaye de donner de la voix, de se faire entendre. Les beaux discours sont une spécialité, une force. Ils impressionnent les petites gens. Et Tease ravale sa salive, tente de dire quelques mots, mais il a la trouille et ne trouve que de pauvres locutions usées, des bribes de phrases toutes faites, un déplaisant mélange d'indignation et d'autorité. Donc là, vous avez un noble du peuple qui va prendre un noble par le col et qui lui envoie une gifle dans la gueule et merde, il se retrouve comme un con, quoi. Normalement, c'est lui qui a l'autorité, quoi. Donc, je te genre au féminin, y a pas de souci. Mais moi, ça va très bien. La pêche. Mais ce n'est pas le seul à souffrir qu'on le moleste. Louis Lézin se fait aussi botter le cul. Il avale son mouchoir. Picot se prend une torgnole bien méritée. Des assiégeants viennent de mourir à cause de leur incurie, de leur députation imbécile. On ne leur a rien demandé. Ils sortirent donc, piteux, environnés de fusils et de haches, de tronches sinistres, peu rassurantes. Étis de Corny se faufila le premier. Il faut se représenter son visage mou, douceâtre, un peu gras, tandis qu'il trottine loin des cadavres, entraînant derrière lui la crème de la députation, sans se soucier des simples soldats qui l'avançaient, accompagnés pour lui apporter protection. Tant pis pour les petits soldats. Oust, on décampe. Ils s'arrangeront avec leurs congénères. Mais Boucheron, qui est un bon homme, revient en arrière. Il cherche un instant Joannon. Le drapeau, on ne le trouve pas. L'homme a dû rejoindre les émeutiers. Et tandis que Boucheron repasse seul par les mêmes cours, longeant les maisons, sous les salves, voici que dans la cour du salpêtre, surprise, il aperçoit Poupard. Le pauvre Poupard est pris au milieu d'un groupe de journaliers et de manœuvres. Les manœuvres, c'est les ouvriers. Il parle de le tuer. Cette fois-ci, c'est du sérieux. Ainsi se comportent les citoyens avec leurs représentants quand ils ont l'occasion de les rencontrer.
Aussitôt, Boucheron s'interpose, crie à la méprise, jure qu'ils sont prêts à marcher à l'assaut de la forteresse, qu'ils retournent justement à l'hôtel de ville, demander des renforts de canons. On dut se regarder perplexe. Donc oui, le noble, il dit non, non, mais on est avec vous, on va chercher des canons, à l'hôtel de ville pour vous aider. On lui rendit toutefois ses pistolets, le visage fermé et méfiant. Et tandis que Poupart et Boucheron sortent sans demander leur reste, la foule les suit, menaçante. Alors nos amis, une fois dans la rue, afin de donner le change aux misérables qui les harcèlent, hurlent à toute-tête. Ils hurlent qu'il faut prendre les armes, qu'on vient de faire feu sur une députation de citoyens. Et il est comique d'imaginer cette ambassade olympienne qu'une multitude environne, tourmente, traumatise, jouer les révolutionnaires. Et par-delà le ton lyrique, naïf qu'emploie Boucheron dans sa relation pour narrer l'épisode, il est bidonnant de supposer Poupart et Corny, s'époumoner, vociférer qu'on les a trahis, qu'il faut prendre la Bastille à coups de canon et appeler à l'insurrection. Mais le public n'est pas dupe. Et jusqu'au bout, jusqu'au comité de l'hôtel de ville, une foule hostile les suit depuis le théâtre des faits. Et malgré toutes les assurances que nos notables prodiguent à grands frais, malgré le catéchisme révolutionnaire qu'ils clament soudain de rue en rue, les mains en porte-voix, on leur frotta le poing sur le crâne et on leur mit de sublimes coups de pied au cul. Une fois revenus à leur comité sous les lambris, il ne fut plus question d'envoyer des canons. Leurs collègues indignés leur prêtèrent des vêtements décents. Les leurs étaient en lambeaux. Ce fut leur premier contact avec le peuple, et ils souhaitèrent s'en tenir là. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, il faut s'imaginer Macron qui est entouré de gens qui sont en train de le braquer avec des fusils et en train de lui dire bon bah écoute on va te tuer. Et là t'as Darmanin et Blanquer qui arrivent et qui disent non non mais nous la révolution c'est grave notre truc. Debout les damnés et de la terre. Et puis les mecs ils croient pas du tout, qui leur foutent des coups de pied au cul et qui leur disent de rentrer chez eux. Donc scène ultra grotesque de nobles qui essayent de faire croire aux gens qui sont en train de prendre la Bastille, qui sont révolutionnaires et qui se prennent des tartes, qui se font frotter le crâne avec le poing et qui se prennent des coups de pied au cul. Faut vraiment, moi je m'imagine vraiment ça, je m'imagine Macron qui est en train de se faire menacer de se tuer et t'as Blanquer et Darmanin qui sont là, non mais ouais carrément la révolution c'est cool, nous on est de votre côté hein. ouais moi j'ai toujours été gilet jaune hein. Blanquer qui dit ça tu sais. Ou comment il s'appelle l'autre abruti là, Didier Lallemand. Bonsoir Yuzuria. On lit un livre sur la Révolution française au vu du peuple. Je veux voir ça. Mais j'aimerais bien voir ça. Faudrait pas forcément les tuer, mais effectivement leur foutre des coups de pied au cul et leur dire de rentrer dans leur ministère là. La foule exaspérée mit alors le feu. On commença par brûler 2 charrettes de fumier qui se trouvaient là. Un serpent épais roule sur les pavés, rampe le long des murailles, ça pue. Les yeux piquent, on crache ses poumons, on tire son tablier devant sa bouche. Le brouillard envahit la cour, personne ne voit plus rien, la Bastille disparaît dans la brume. Et puisqu'on ne pouvait pas mettre le feu au château, on mit le feu aux dépendances. Le feu est une chose merveilleuse, mais le feu qui détruit est encore plus beau. Les charpentes sont mordues par des couronnes de petites flammes bleues, les montants de portes font des grandes torches de lumière, les murs semblent se consumer de l'intérieur. On regarde. Les casernes de la cour brûlent et tout le monde regarde. Les yeux se perdent dans les contours qui se dissolvent. L'homme est emporté, tout entier, hypnotisé, replié en lui-même. Par instants, on dirait que le feu va prendre forme, devenir signe, figure, que les images vont défiler en lui comme dans une boule de cristal. Le 14 juillet, il y eut plusieurs géants. Delorme, Hulin, voici Réole, il porte un nom de Dieu. En réalité, il se nomme Mercier, il est marchand de vin. On l'appelle aussi Vive l'amour. La fumée n'est pas son genre, on perd du temps. On ne voit plus rien. Il devient impossible de se battre, il faut écarter ces 2 charrettes qui brûlent au milieu de la cour. Il gueule qu'on l'aide, on soulève les brancards. Oh, on tire le grand barbecue, hisse, on avance d'un demi-pas et puis on pose. Un type s'est cramé les cheveux, on fiche un coup de pied à canivet. Le gamin se planque sous la charrette, la caravane de cendres et de fumée longe les casernes en flammes. Le pont-levis avait été baissé, ses chaînes coupées, mais la herse barrait encore le passage. La foule était entrée en masse par le petit pont. Les hommes hissaient les fûts de canon à travers les dents de la grande herse. Ils se tenaient en grappe contre la grille, poussant les gros tubes de fonte puis les retenant en les faisant tourner. Humbert aida à la manœuvre. Sérieux, pugnace, Gaulier gueula, que la ferraille lui rouchait les doigts. On souleva lentement le tronc, sa main n'était plus qu'un morceau de chair. Ah oui, d'accord, il essaye de soulever la herse, et... oui, c'est un peu lourd. Sous le porche, on reposait tout doucement les fûts sur leur berceau, puis on les roulait au premier rang, tout là-bas, en face du pont dormant. En traversant la cour, on évita 2 cadavres. L'un d'eux se tenait la bouche ouverte face au ciel. On braqua les gueules de bronze vers le dernier pont-levis. Le petit canon du roi de Siam était là, lui aussi, pointé sur la Bastille. Humbert se place derrière un canon comme s'il était à l'établi. Lui, le petit horloger venu de Suisse, il verse la poudre, bourre à la baguette, un soldat soulève le boulet et boum!
Il n'a jamais fait ça. Humbert, d'habitude, il s'occupe de choses précises, de mécanismes de montre. Et voici qu'aujourd'hui, il tire en direction d'une forteresse. Le canon trousse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Les murailles résistent. Les boules de fonte écornent le calcaire puis terminent leur prodigieuse carrière dans les fossés de la forteresse, entre les nénuphars et les rats. On fit alors le plan de forcer les portes. Il fallait placer les canons plus près, sur le pont de pierre. On roulait les pièces jusqu'à l'avenue de la Grande Cour, on avança résolument jusqu'à la Bastille, et l'on se mit en batterie à quelques mètres face au grand pont-levis. C'était le dernier obstacle. À l'intérieur de la forteresse, il y eut un instant d'épouvante. Les canons étaient braqués sur les tabliers de bois, ils pouvaient les éventrer d'un instant à l'autre. Un peu plus loin, les deux voitures brûlaient encore, et leur fumée mangeait les yeux. Dans la cour flottaient des tourbillons de poussière. De toutes les fenêtres voisines, on faisait feu sur la Bastille. Les canons firent feu à leur tour. Pris sous les tirs de la forteresse, Humbert faillit tomber. Il se releva, trébucha sur un cadavre, et l'on se mit à tirer sur l'énorme portail. Une décharge terrible partit du haut des tours. Elle balaya l'avancée du pont. Soudain, les émeutiers qui se trouvaient là furent bien étonnés de voir éclore tout doucement d'un trou dans le tablier du grand pont-levis, de l'autre côté du vide, un mot. Par une petite bouche qui était en réalité destinée à un fusil de rempart, et donc à donner la mort, un billet fut glissé. Ce bref message était rédigé sur un tout petit morceau de papier, une anti-sèche. On l'avait roulé comme une sarbacane, et l'on aurait dit que l'on se la passait discrètement comme une lettre d'amour. Les assaillants cherchèrent un moyen de l'atteindre. On criait en tous sens, on était très impatients de le lire. C'est que depuis des siècles, on l'attendait ce petit mot, un mot d'excuse peut-être qui nous soufflerait que tout est fini, qu'on allait enfin partager, que ça avait été une mauvaise blague, l'histoire et qu'on n'y reviendrait plus, qu'à présent on pouvait tous sortir tranquillement des tableaux de Lenain et des chansons à boire, que c'en était terminé des salaires de misère, du mépris. Ouais. Imaginez combien beaucoup de gens paieraient pour avoir Macron et tous les grands patrons et oligarques et bourgeois et capitalistes, etc., qui s'excuseraient, qui diraient on est désolé les gars, c'est fini, maintenant on arrête. Les outils de production, on vous les donne. Forcément, tu vois les mecs qui font passer un petit billet à travers le trou qui est destiné à faire passer un fusil normalement de la forteresse de la Bastille. Là, ils se disent, putain, qu'est-ce que ça va être, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces gens-là qu'on est en train de menacer de tuer, quoi. On est au bord du vide. Le mot est là, on ne peut plus attendre. Le mot est là, on ne peut pas l'atteindre, pardon. Des hommes tentèrent d'arracher un morceau de planche ou cuisine qui avait brûlé, en vain. Un type nommé Ribeaucourt courut alors chez le menuisier Le Marchand, rue des Tournelles. Au moment crucial, à l'instant héroïque, tout sombre dans la débrouille. C'est justement ce qui est beau. Il faut aller chez le menuisier, chercher quelques planches. L'action est suspendue. L'instant historique énorme est entravé par une donnée pratique élémentaire. Il faut une planche pour traverser la fosse et attraper un billet. Or, de planches, il n'y en a que chez le menuisier. Et le plus proche se trouve rue des Tournelles et s'appelle Le Marchand. Ribeaucourt file donc vers la rue Saint-Antoine. Mais dans le chemin courbe qui sort de la Bastille, les gens lui demandent ce qu'il fait. Où il va, ainsi, à contre-courant. Chercher une planche. On le prend pour un dingue, Ribeaucourt. On est à 2 doigts de prendre la Bastille et en voici un qui court pour aller chercher une planche. Ce Ribeaucourt est un fameux lapin, il court vite. Il connaît bien le quartier, il vit au Blanc-Manteau. Et puis la boutique de menuisier est tout au début de la rue des Tournelles, alors... Mais la foule est dense et Ribeaucourt est fatigué, c'est qu'il aura bientôt 50 piges. Et puis il est là, depuis ce matin, comme tout le monde. Nous l'avons déjà vu une fois sortir la tête de la foule, il a sauvé la mise au petit Belon, le sergent-chef de la première députation. La foule a bien failli le lyncher, mais Ribeaucourt l'a tiré de là, on ne sait trop comment. Notre homme se ferait un chemin dans la rue. Il y a un de ces mondes. Personne ne sait ce qu'il va faire. Ce type qui traverse le fleuve, roulant depuis l'hôtel de ville jusqu'au faubourg, submergeant, tout. Il se grise, Ribeaucourt, son cœur bat très fort. Tout le monde l'attend, il est un peu comme un acteur qui tend les tréteaux en plein spectacle au moment où tout va se dénouer et qui laisserait la scène vide. Ces milliers de gens qui sont là dans la rue, qui le bousculent, ne savent pas qu'on attend que lui. Que sans lui, on ne passera pas à l'acte suivant. Il faut ces satanées planches. Le vide est là, entre les hommes et Dieu. Il va bien falloir le franchir. Ribeaucourt a eu l'idée des planches, la conception d'une passerelle improvisée. Il connaît le menuisier, le marchand. Il sait parfaitement où est la boutique. Il manquerait plus qu'il fasse un malaise à cause de la foule qu'il presse. Dieu du diable, il est trempé. Il faisait une chaleur insupportable. Ribeaucourt avance, visage contre visage, gueule contre gueule. Il croise des centaines de regards sans la transpiration des hommes, admire la beauté des femmes, jette un mot à la ronde que l'on n'entend pas. Le voici chez le marchand. Il lui explique en deux-deux. Ça me fait marrer de voir ça. La Bastille va tomber.
Il me faut une planche, tout de suite. Le type comprend. Justement, il y a là 11 planches, je ne te fais pas l'article. Va, prenons-les, je t'accompagne. Les deux hommes portent l'un 5 planches, l'autre 6. Et les voilà partis au milieu de la foule, souffrant le martyre avec leurs planches, comme deux types qui déménageraient un 14 juillet en pleine fiesta et traverseraient la cohue avec leur bahut de cuisine ou leur canapé. Enfin, Ribocourt revient avec ses 11 planches. On fait alors glisser la plus longue et la plus robuste jusqu'au pont, en travers du fossé, mais elle est tout de même étroite et ébranlante. Une planche n'est pas un pont. De l'autre côté, un petit mot attend toujours. Au dehors, la foule ne savait pas du tout ce qui arrivait. Les types grimpaient sur les épaules de leurs camarades et gueulaient. On voudrait bien savoir ce qui se passe. Ils fixent une planche, répondait-on. Une planche? Ça devait paraître étrange, déplacé, saugrenu, peut-être une farce. Oui, c'est ça. On leur faisait une farce. Au tout dernier moment, on leur tirait la langue. Un homme s'aventura sur le chemin de bois. Il y eut un oh, puis le silence. La rumeur enflait dans les rues alentours. Mais ici, dans la grande cour, tout le monde se taisait. Les sentinelles en haut des tours se penchaient pour le voir. Les pistoleros aux fenêtres suivaient le funambule. Tous ceux qui étaient là, autour du pont-levis, voulaient voir l'homme danser sur sa planche. Et soudain, Michel Béziers fit quelques pas. C'était l'homme. Toute l'attention se concentra sur lui. Là, vous avez un mec, Michel Béziers, dont vous n'avez jamais entendu parler. Et pendant quelques secondes, quelques minutes peut-être, toute l'attention de toute la Révolution française populaire, de centaines, peut-être de 100 000 personnes, 200 000 personnes, est centrée sur lui. Tout le monde le regarde lui. Et tout le monde se tait et regarde ce qu'il fait parce que c'est lui qui va aller chercher le mot. Il n'y avait plus de Bastille, plus de Royaume de France, plus personne dans Paris. Il n'y avait rien d'autre que Michel Béziers. Bien sûr, nul ne le connaissait, c'était un petit gars de la Trinité, en Mayenne, un gars de 38 ans, un pauvre diable de cordonnier, vêtu en haillons. Il avait été soldat en Corse. C'était peut-être là qu'il avait pris ce goût de saltimbanque dans l'armée. Entre deux cuites de myrte, puisqu'on ne connaissait pas encore le Cap Corse ni le Crinzano. Le Cinzano, apparemment. Je connais pas cet alcool. Mais il était sérieux ce jour, il ne faisait pas le mariole, Michel Béziers. Les mouettes hurlaient, le vent d'ouest amenait de petites volutes de poussière. Les yeux de tous ces gens, ça faisait peut-être trop de poids sur sa pauvre tête. La planche frissonna et Michel, le petit gars de Mayenne, tomba. On aurait dit que cet homme chutait dans le gouffre. C'était à la fois ridicule et grandiose, un fait divers ou un symbole. Il y eut une rumeur indescriptible. Chacun voulait savoir ce qui s'était passé. On se pencha. Humbert prétendait qu'il était mort. Une autre version, plus folâtre, plus distractive. Dans le fossé, parmi les ordures, les cailloux et les plantes aquatiques, Michel, qu'on avait cru tuer, gémissait et se tenait les coudes. Il était cassé. C'est curieux comme le trivial se mêle à l'histoire de l'homme, le commun côtoie l'idéal. On est là très loin de l'ancien régime, très loin de la rhétorique de l'honneur qui n'a rien d'idéal, et des grands épisodes ripollinés de la monarchie, très loin de Bayard et du roi Soleil. Au moment où le temps est prêt à se rompre, où la volonté humaine doit franchir une étape insensée, un type se casse bêtement la gueule. Mais le sublime reprend la main. Le lieutenant de la Bastille, qui suivait par un petit trou de serrure tout ce qui se passait dehors, prétendu que ce fut Élie le suivant. Mais le brave Élie est le joker de toutes ces fables. Le soir même, il tentera de sauver en vain le gouverneur de la Bastille du lynchage. Aux yeux des notables, cela fera de lui un honnête citoyen et il incarnera désormais une figure édifiante de l'émeutier présentable. Une autre hypothèse attribue à Maillard l'exploit. Cela est plus intéressant, plus sombre, plus terrible. Maillard est comme Fournier l'américain ou le nègre de l'Orme, un paria de la Révolution, un excessif, un de ceux qui épouseront le cours insurrectionnel des choses. Il a 25 ans, il prendra une part active à toutes les grandes journées révolutionnaires. Il sera de la marche des femmes sur Versailles en octobre. La marche des femmes sur Versailles, c'est le moment où on écrit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le roi refuse de la signer, alors les femmes marchent sur Versailles et obligent le roi à la signer. Et ça marche. À la tribune de l'Assemblée, il déclare « Nous sommes venus à Versailles pour demander du pain ». Un mois plus tard, il déménage pour le quartier Saint-Jacques. Il s'adonne sans cesse à la politique la plus remuante. Il avance avec le courant. On le rencontre au café, il dispute, il complote. Ainsi, on le retrouve à la boutique de Cholat, rue des Noyers, en compagnie de Rossignol, Douas et d'autres séditieux auteurs de papiers incendiaires, toujours prêts à se soulever. On le dirait marouflé sur le bas-flanc du monde. Le 10 août 1792, il est de nouveau là, actif, déterminé, il colle aux événements, il déménage rue Jean-Pain-Moulet, au massacre de septembre il est encore là, comme Delorme, comme Fournier, un habit gris et le sabre au côté, il juge. Le peuple était exaspéré, son intervention sauva des vies humaines. Il déménagea encore, la maison d'un boulanger en face de l'hôtel de ville sera sa dernière demeure. Dans la tourmente, les rôles de Stanislas-Marie Maillard seront de plus en plus tragiques, de plus en plus incommodes, éprouvants. C'est qu'il n'est mandaté par personne, Maillard. Il ne se présente pas aux élections, ce n'est pas un notable, il suit le cours ardu de la Révolution, il le suit depuis la rue. Il est avec tout le monde, avec les ferblantiers, les courroyeurs, les marchands de soupe.
À la fin, Maillard devient amer. La nuit, il dort mal. Sa femme est au lit, il la regarde. La lumière des bougies est livide, il se traîne jusqu'à la fenêtre. Une ombre longe la scène. Il ne sait pas quelle heure il est, très tard sans doute. Il a mal partout. La vie est passée, cela il le sait. Ah, il aurait voulu maintenant un tout petit bonheur, presque rien, et non pas cette grande routine de la colère. Sa femme est là, endormie. Il se serait contenté de peu, croit-il. Ce petit 2 pièces où ils vivent depuis quelque temps, quelques promenades le long des quais auraient bien fait l'affaire. Il aurait pu avoir un métier comme n'importe quoi, comme les autres hommes. C'est ce qu'il se dit, tandis qu'il tousse encore, la poitrine en feu. Il se rassied, il est à bout de force, il n'a pas beaucoup dormi depuis 5 ans. D'ailleurs, ils sont tous comme lui, les Robespierre, les Billot, les Colos. Ils sont fatigués. Ils voudraient s'allonger dans la terre molle et dormir. La révolution ne s'arrête pas la nuit. On ne peut pas rentrer chez soi, mettre le couvert, faire un brin de vaisselle, feuilleter un bon livre et se coucher tôt. Non, on peut seulement bouffer sur un coin de table et faire l'amour à la sauvette. Sa jeunesse sera passée ainsi. Au début, le tourbillon était chaud, on était plein d'espoir, heureux, puis le tourbillon est devenu froid, si froid. Oui, Maillard aurait aimé une vie plus douce, des enfants, qui sait, une bibliothèque même, pourquoi pas, avoir un peu de pays. Mais il n'aura rien d'autre que les tourbillons de la Seine. Rien vu d'autre que Paris, sans dessus-dessous. Il se resserre un peu de vin, le carillon de l'hôtel de ville sonne 5 heures. Maillard jette un œil sur sa chambre, il n'y a rien, tout est gris. Il se bourre une pipe, lentement, sous la lampe. Une fois qu'il l'a allumée, il se met à tousser, il la repose, sort dans le couloir pour ne pas réveiller sa femme et crache le sang. L'heure passe, le jour arrive, Maillard est étendu sur le lit. Il a 30 ans. Un portrait de lui nous le montre rude, vieux avant l'âge, le menton fripé, le nez busqué, la lèvre forte, avec quelque chose dans le visage de dur et de fatigué. Et maintenant, avant de remonter le courant, il faut l'emmener avec soi, le Maillard, qui rédige en toussant la lettre de justification à Fabre d'Églantine, à la toute fin de sa vie bouillante. Que l'on imagine sous la lampe, des nuits entières, arc-boutées, malades, prenant tisane sur tisane, la porte gardée par les roussins, il nous faut tendre la main à ce Maillard-là, à l'ombre qui crache une étoile de sang sur sa chemise, à ce vieil homme de 30 ans sur lequel la révolution est passée, et qui meurt pauvre et en colère entre 2 piles de papier. Bien sûr, elle est un peu véhémente, la prose de Maillard, grandiloquente peut-être, mais elle pue la vérité. Elle sent l'exaspération, l'impatience. Elle semble toujours menacée par une sorte de crise. Et c'est à partir de ce Maillard-là, ce vieillard de 30 ans, que son épouse soigne dans le garni, le malade, celui qui crache du sang, mais aussi à partir du Maillard de combat, le Maillard de plume comme le Maillard d'épée, celui qui parle à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, aux pauvres, aux plus petits. C'est avec tout cela, l'odeur de la lampe à huile qui sature sa chambre, le mince filet de sang qui sèche ses lèvres, qu'il faut remonter jusqu'au Maillard du 14 juillet. Emmenons-le avec nous. Prenons dans nos bras ce Maillard malade, amer, et transportons-le dans notre jeune homme de 20 ans, dont on raconte qu'il était grand et non pas voûté, l'œil superbe et non pas jauni et cerné, qu'il avait les cheveux bruns noués en catogan et non pas en désordre sur une vieille robe de chambre, qu'il portait un habit gris à larges poches et des bas chinés. Et une fois que le vieux Maillard est entré tout entier dans le jeune, nous traversons avec lui ce vide, le 14 juillet. Michel Béziers s'est cassé la gueule et le voici à son tour. Stanislas Maillard en équilibre. La foule ne le perd pas des yeux. Il fait un pas, un autre. Le geste sûr, déterminé, utilisant ses bras comme balancier, 1 mètre, 2 mètres, l'espace s'élargit, se dilate. 3, 4, 5, 6, un homme, Maillard, approche enfin de la forteresse. Il tend la main comme au plafond de la Sixtine et prend le petit bout de papier. Il fait le chemin de retour très vite, sans hésiter. Tend le message à Claude Deguin, qui se trouve là par hasard et ne sait pas lire. Il le passe à Élie. La foule écoute. Nous avons 20 milliers de poudre. Nous ferons sauter le quartier et la garnison si vous n'acceptez pas de la capitulation de la Bastille. Ah oui. Donc là, en gros, le message, il s'attendait à un truc genre « On est désolé les gars, vous avez gagné ». Et en fait, le message, c'est « Vous vous cassez, on fait tout péter ». Voilà, je relis. Hein. Nous avons 20 milliers de poudre. Nous ferons sauter le quartier et la garnison si vous n'acceptez pas la capitulation de la Bastille. Nous acceptons, lança aussitôt Élie par l'un de ces élans généreux où l'homme se substitue aux autres. Il y eut un cri général, une réprobation. Donc t'as un mec qui dit « Ouais, on accepte !» Les autres qui sont autour, attends quoi ? Non, on accepte quoi là ? Chiche. Ce fut un instant de flottement. On ne voulait pas d'une capitulation où les assiégés sortent avec leurs honneurs. On exigeait une reddition pure et simple. Le gouverneur, accompagné de 4 invalides, descendit sous la voûte et tira de sa poche une clé. Il hésitait encore. La foule criait « Baissez les ponts !» Delaunay avait le front tout moite, l'œil égaré. Les Suisses sentaient que c'était la fin, que les portes allaient s'ouvrir, qu'ils seraient entraînés, bousculés, maltraités, tués peut-être par une force logique invincible. Cela dut leur glacer le sang. Et pourtant, au fond, ils voulaient les voir, ces gens, leurs visages, leurs yeux, la forme de leur bouche, cette foule si nombreuse, ces cordonniers, ces marchandes de poissons, qu'ils connaissaient pourtant si bien, dont le désir aujourd'hui semblait si fort, il leur semblait soudain de ne les avoir jamais vus. Un quart d'heure passa. Une rumeur incessante tournoyait dans l'air comme une aveugle. Enfin, puisqu'il ne se passait rien, la foule s'écarta. On se remit derrière les canons. On allait de nouveau faire feu.
À cet instant, cela lui perça brusquement le cœur à Delaunay. À bout de force, et sans tout à fait le comprendre, il donna l'ordre d'abaisser le petit pont. Quand le tablier heurta le bord, ce fut comme si deux côtés du monde se touchaient. Aussitôt Maillard, le petit Canivet, Deguin, Tournay, Cholat, Élie, Hulin, Arnay, Humbert, les frères Morin, tous se précipitèrent. Mais la porte, derrière le pont-levis, resta close. On se retrouva bloqué. On tambourina. Une pauvre porte s'interposait encore entre la foule et la forteresse. La Bastille était devenue une simple maison, à la porte de laquelle le monde frappait. Alors la scène irréelle, comme le portier de nuit qu'on réveille dans un hôtel et qui bâille, un invalide ignorant tout de la rhétorique et des grandes occasions, s'entr'ouvrit et demanda poliment ce qu'on voulait. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Il nous reste 2 chapitres. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Est-ce qu'on passerait à la suite? Il nous reste 2 chapitres, comme ça on finit tranquillement après. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes encore chaud là sur... Alors... Ouais, je proposais qu'on gardait la fin pour... voilà. C'est quoi la suite? Bah la suite c'est... là je vous lis un passage. Un homme arriva. Il était roux, le teint pâle, d'une voix superbe. Certains disaient qu'il s'appelait Monsieur Z. Personne ne connaissait vraiment son nom. On dit que son charisme n'avait d'égal que sa force physique. Je sais pas, après, je connais pas ces personnages-là, moi. Je connais pas ces personnages-là. Je voulais vous proposer un truc.